Bonjour à tous, merci de votre participation à cette nouvelle session de webinaire de l'Académie digitale des PME, une série de formations et de webinaires d'information en ligne sur la transformation numérique, le digital, à destination des TPE et PME qui est organisée à l'initiative de deux institutions, France Num et BPI France, et qui est pilotée par la CPME Paris-Île-de-France, avec un consortium d'intervenants experts auxquels je vais tout de suite laisser la parole. Corinne et Mickaël de Digispin, c'est à vous. Merci Axel. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Effectivement, comme le dit Axel, notre consortium composé des 4 sociétés que vous voyez dans le bandeau en bas à droite, à gauche, pardonnez-moi, répond à cet appel à projet qui porte sur 6 sujets, on va dire, de 6 axes de la transformation ou de la transition numérique des entreprises. Alors, il s'adresse aux entreprises franciliennes. Alors, je vais revenir plutôt je vais rester sur, voilà, non, qui touche, excusez-moi, mais je vais revenir sur le premier slide, excusez-moi. Voilà. Donc, ce programme porte sur 4 axes de digitalisation, de la transformation donc, numérique des entreprises. Le premier, c'est la stratégie. Stratégie, c'est-à-dire comment construire un plan de digitalisation. Le second va porter plus sur la relation client ou sur les aspects marketing. Et le webinaire que nous avons aujourd'hui s'inscrit sur cet axe-là. Le troisième axe va porter sur toute la partie canaux de vente. Enfin, le dernier axe que traite Digispin, puisque c'est bien de ces 4 axes-là qu'il s'agit, porte sur la digitalisation des process. Nos collègues Cyberzen, comme leur nom l'indique, travaillent sur la cybersécurité et DPO Consulting sur la conformité des données, ou autrement dit la RGPD. Donc, c'est une couverture globale, on va dire, de cette transition numérique des entreprises. Notre programme s'intéresse aux entreprises franciliennes qui sont ici. Et donc, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous allez sur la plateforme de l'Académie digitale des PME, de bénéficier d'un diagnostic complètement gratuit, comme tous les programmes, qui vous permettra effectivement de savoir sur lequel de ces 6 axes, comment vous positionnez plus exactement sur ces 6 axes. Est-ce que je suis en retard? Est-ce qu'au contraire, je suis à peu près bien positionné? Est-ce que je suis vraiment très, très en retard? Et ainsi, de choisir parmi la série des 15 webinaires qui existent, celui qui vous intéresse. Donc, ces webinaires sont soit organisés comme aujourd'hui en ligne, mais ils sont aussi enregistrés afin que vous puissiez bénéficier du replay. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail et de passer la parole à Mickaël, je vais avancer sur la présentation de Digispin. Alors, Digispin, nous sommes aujourd'hui un cabinet conseil spécialisé donc, dans l'accompagnement des TPE et PME et qui va les accompagner dans cette transition numérique pour qu'ils puissent, je dirais, renforcer leurs compétences et donc s'adapter, pour qu'ils puissent travailler aussi sur l'optimisation de leur entreprise au niveau de la digitalisation des process et puis aussi vraiment se transformer pour celles qui veulent vraiment se réinventer. Nous avons indiqué dans la partie basse de l'écran notre raison d'être parce que pour nous, ça nous semble important effectivement d'être capable d'accompagner les petites entreprises aussi bien que les grandes pourraient l'être. C'est dans ce sens-là qu'on sait que les petites entreprises, pour certaines d'entre elles notamment, ont un certain retard dans cette transition numérique, à la différence des grandes entreprises qui, elles, ont intimé ces sujets depuis longtemps. Donc, quand on parle de transition numérique équitable, c'est qu'elles ont droit, ces petites entreprises, au même type d'accompagnement que peuvent l'avoir les grandes, toute proportion gardée, bien sûr. Et en particulier, centré sur l'humain, puisqu'on verra tout à l'heure, notamment, il y a beaucoup de craintes qui peuvent toujours persister quant au numérique. Et donc, l'humain, pour nous, est vraiment placé au centre et inclusif parce qu'effectivement, notre caractéristique aussi, c'est de nous appuyer sur des structures qui sont souvent indépendantes. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup avec des consultants indépendants, plus de 150 aujourd'hui, qui présentent des compétences extrêmement variées et qui peuvent justement répondre à toutes les préoccupations de ces petites entreprises. Donc, ça nous permet aussi d'inclure en quelque sorte ces indépendants et de pouvoir les proposer leur intervention auprès de ces petites entreprises. Je parlais tout à l'heure effectivement de facteurs humains sur lesquels on était centré. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, lorsque je rencontre des petites entreprises, et je le fais, je dirais, tous les jours, je me rends compte qu'il y a toujours des craintes et toujours des réticences. Soit de par le dirigeant, c'était le cas hier soir, j'ai eu un entretien hier soir avec des entreprises
qui, il y a peu de temps, ont perdu des données. Alors, elles ont perdu des données, bien qu'elles aient été hébergées à l'extérieur. Bon, vous n'avez pas été sans savoir qu'il y avait un hébergeur assez connu qui avait perdu des données. Eh bien, la restauration de ces données a pris beaucoup de temps. Inutile de vous dire que ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont des craintes et des réticences, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport au digital. Donc, ça veut dire qu'il faut retravailler avec eux, travailler aussi ce qu'on appelle en mode intelligence collective, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre dans les relations qu'elles ont avec leur écosystème ou même à l'intérieur de leur écosystème, c'est-à-dire les collaborateurs, bah, ces craintes, essayer de les travailler par ce qu'on appelle un digital maîtrisé. C'est-à-dire, nous, nos compétences étant là, on rassure les clients et on s'assure en tout cas que leur projet est complètement sécurisé sur tous les côtés et qu'il n'y a plus de craintes qui peuvent être d'ailleurs des freins au changement très très importants. Ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on propose des solutions innovantes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de solutions qui sont extrêmement riches, quels que soient les domaines, hein, sur des solutions digitales qui répondent à des problèmes, que ce soit des ERP, que ce soit des CRM, que ce soit des solutions de supply chain ou que ce soit des solutions de messagerie, etc. Donc là, il y a pléthore de solutions, mais quelquefois, on se rend compte que les petites entreprises peuvent se trouver un petit peu coincées, prises dans des carcans, par des solutions du marché. C'est pour ça qu'on s'efforce de trouver, et notamment par rapport aussi à de nouvelles technologies qui arrivent, et en particulier ce qu'on appelle le no-code, à proposer des solutions qui soient adaptées aux préoccupations de ces petites entreprises. Alors pas seulement au plan fonctionnel, mais au plan de la mise en œuvre, au plan des budgets, au plan de la maintenance qu'il peut y avoir, et on propose des choses qui sont originales et qui permettent effectivement de répondre à ces contextes tout particuliers. Donc je vous le disais, pour nous, effectivement, nous les accompagnons, ces entreprises, sur vraiment 4 axes pour qu'elles puissent s'adapter plus facilement aux exigences de digitalisation de leur écosystème. Prenons l'exemple, là, aujourd'hui, de tout ce qu'on appelle le travail hybride, qu'on a appelé pendant un temps, travail à distance. Mais maintenant, le travail hybride, devient pratiquement quelque chose de la nouvelle normalité, en quelque sorte. Mais ça veut dire que c'est pas uniquement, je prends mon PC à distance et je travaille, mais il y a aussi des problématiques de management, des problématiques d'organisation, des problématiques de responsabilisation. Donc il y a vraiment tout un tas de choses. Et pour cela, ce que vous voyez un petit peu écrit avec des logos qui sont en noir et orange, c'est des offres de conseils que nous avons packagées sur ces domaines. Donc on en a pour adapter effectivement l'entreprise au mode de travail à distance. Et ce ne sont que des exemples, bien évidemment. La liste ici n'est pas exhaustive. Sur le sujet de donc l'optimisation de l'entreprise, il y a deux volets, hein. Il y a effectivement, l'entreprise peut être optimisée en ayant une efficience augmentée. Je vous rappelle, l'efficience, c'est effectivement faire plus avec les moyens que l'on a. Donc, c'est être capable d'automatiser des process. Par exemple, passer au paiement digital de manière complètement maîtrisée, là aussi, en fonction des habitudes de ses clients, etc. Ça peut être aussi de l'automatisation de process pour lorsque les modules logiciels ne sont pas connectés, aller plus dans ce sens-là, mais c'est aussi la croissance accélérée par le numérique. Aujourd'hui, on en parlera notamment parce qu'effectivement, toute cette stratégie de marketing digital qu'on peut avoir va permettre d'accélérer naturellement la croissance de l'entreprise. Et puis, lorsqu'effectivement on s'est adapté, lorsque on a vraiment optimisé, il y a un moment donné où effectivement il faut faire le pas vraiment de la transformation, voire de se réinventer. C'est un petit peu des process qui sont des cycles. Et là, l'entreprise peut avoir à complètement réinventer ses offres par le numérique. Il y en a déjà des clients qui ont beaucoup travaillé ici, ou même sur le business model, c'est-à-dire là, en proposant, en s'adaptant complètement aux nouveaux usages qu'il peut y avoir et qui sont demandés par la clientèle. Et là, on a une offre de diagnostic 360 degrés complète qui s'appelle DigiSpring, qui permet, je dirais, de remettre à plat complètement l'entreprise et de la confronter par rapport à son écosystème, et ensuite de prendre un plan de migration, un plan de transition qui, lui, par contre, pourra s'étaler dans le temps sur une durée assez longue en fonction de la structure de l'entreprise. Puis pour être complètement complet dans cette offre, on va dire, d'accompagnement des entreprises, on a bâti une offre de formation, de sensibilisation qui s'appelle DigiSkills et qui, elle, va porter effectivement sur ces 3 axes que sont l'adaptation des compétences, l'optimisation et la transformation, et avec des formes originales d'ateliers qui peuvent être des ateliers, qui sont des ateliers interactifs, des ateliers collaboratifs, où on fait se rencontrer des dirigeants d'entreprise entre eux, on les fait travailler ensemble, ou alors ils peuvent venir accompagner leurs équipes en intra ou en confronter à une autre équipe pour pouvoir une autre équipe qui aura des enjeux, pour effectivement mieux se positionner sur cette transition numérique. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à faire avancer ces entreprises à leur rythme en fonction de leurs propres préoccupations. Voilà.
Donc, vous verrez tout à l'heure, je proposerai les coordonnées auxquelles, si vous souhaitez en avoir plus, on peut avancer. Je vais maintenant passer la parole alors pas à Axel Muret, on a eu des petits soucis techniques, donc c'est pour ça, mais à Mickaël Chemla, qui aujourd'hui, donc effectivement, va intervenir et qui fait partie de la communauté des experts Digispin, et qui va donc faire cette présentation. Si tu veux bien, Mickaël, à toi. Merci beaucoup, Corinne. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, l'agence Masai, souvent mandatée donc, par Digispin, intervient auprès de clients de différentes tailles et de différentes sortes, dans des marchés très différents, sur des problématiques uniquement digitales. Donc, dans un premier temps, premier sujet, on crée des plateformes web qui sont soit des CRM, des applications métiers, etc., qui sont souvent faites sur mesure en fonction des besoins très spécifiques du marché, du client et des équipes constituées. Souvent aussi, la relation entre une TPE, PME et ses clients induit un fonctionnement très spécifique et ne répond pas forcément aux codes qui sont imposés par le marché. Donc on fait du développement sur mesure. On crée des sites web très souvent sur la base, par contre, d'outils qui existent gratuitement sur le marché, qu'on appelle des CMS, des outils qui permettent de gérer le contenu d'un site web et de le développer extrêmement facilement. Donc on a une phase qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. On essaye vraiment de proposer un site qui répond aux attentes autant du client que de ses propres clients. Et dans un troisième schéma, on s'occupe donc de web marketing. Le web marketing, c'est tout ce qui va nous permettre de diffuser la bonne parole aux bonnes personnes et au bon moment. Donc la bonne parole, c'est le message ou les 100 messages qui comptent pour l'entreprise, une fois des RH pour du recrutement, une fois un message scientifique si on est une biotech, une fois un message réglementaire si on est une société, par exemple dans la sécurité, une fois un message purement marketing, purement commercial, si on cherche à promouvoir une solution. Donc ça, c'est pour le bon message et à la bonne personne, tout simplement parce que on ne cherche pas en web marketing à être vu et entendu par tout le monde. On cherche à être compris et à être lisible par les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont capables d'actionner quelque chose derrière. Venir acheter une prestation, se renseigner sur un produit, venir remplir un formulaire, s'inscrire à une newsletter, regarder une vidéo. Voilà, je ne veux absolument pas que chacun d'entre vous ait une communauté d'1 million de personnes. Je veux que chacun d'entre vous ait 50 ou 100 personnes qui s'intéressent à nos messages pour que derrière, ça puisse se transformer éventuellement en business ou en recrutement ou en branding, c'est-à-dire être bien compris, être bien vu. Et on va rentrer dans le détail derrière de tous les leviers qui existent pour cela, mais j'insiste vraiment sur le côté qualitatif du web marketing et non pas le côté quantitatif. On ne cherche pas à être vu absolument par tout le monde. Nous avons le plaisir de travailler dans différents secteurs. Ils ne sont pas tous représentés, mais les grandes recettes qui fonctionnent ne fonctionnent bien entendu pas pour tout le monde. Je vous parlais d'une biotech. Bien entendu, si on a un message scientifique à faire passer pour une biotech qui doit discuter avec une presse spécialisée, avec les institutions médicales et scientifiques, que ce soit des sociétés savantes ou autres, les mêmes recettes ne fonctionnent pas avec une société qui travaille dans une sphère B2B type startup ou type immobilier, qui ont des messages de branding, des messages de recrutement, des messages d'offres de services à faire passer et qui sont souvent dans un domaine, on va dire, concurrentiel. Concurrentiel pourquoi? Parce que non seulement j'ai des messages à faire passer sur mon entreprise, pourquoi mon service, pourquoi mon produit, pourquoi ma solution
est au moins aussi bonne que les autres et répond aux demandes du marché, si ce n'est meilleure et innovante par rapport au marché. Mais la deuxième problématique, c'est aussi pourquoi mon message doit être compris par les bonnes personnes, entendu par les bonnes personnes, et pourquoi derrière elles doivent activer quelque chose, le fameux call to action, c'est-à-dire que quand je délivre un message à quelqu'un, j'ai besoin que ce message se transforme en action de la part de la personne à qui j'ai envie de le dire. Donc on travaille dans des secteurs qui sont très différents, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité, que ce soit l'innovation avec des startups ou des sociétés IT. On a le plaisir de s'immerger et de vraiment s'impliquer dans des secteurs extrêmement différents. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, non seulement du secteur en lui-même, mais ça, à la limite, on a Google sous la main pour le découvrir, mais surtout des êtres humains qui sont derrière. Un projet digital, quel qu'il soit, est porté par des êtres humains qui s'adressent à nous, êtres humains, et on essaye vraiment d'avoir une relation complètement humaine. On n'est pas là pour actionner des leviers, pour appuyer sur des boutons et faire des lignes de code. On est vraiment là pour comprendre qui vous êtes, comprendre comment on va pouvoir fonctionner ensemble, comprendre pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, pourquoi vous aviez des réticences, etc. Et vraiment essayer de créer cette relation purement humaine et de s'intégrer le plus rapidement possible dans votre équipe et dans votre marché. Donc vraiment quelques exemples extrêmement simples ici. Les cafés Caron en haut à gauche, la Tour Imo qui travaille dans l'immobilier de commerce en haut à droite, le groupe Global qui est mi-architecte, mi-travaux en bas à gauche, et Sapiendo qui est une plateforme extrêmement innovante de calcul de retraite que nous avons développée. Pourquoi retraite? Tout simplement parce que cette start-up a une grande expérience dans la retraite, a découvert que pratiquement 80% des Français ne touchaient pas la retraite à laquelle ils avaient droit, et on a développé avec eux un outil qui permet dans un calcul de retraite, voir où sont les trous pour un stage, pour une grossesse, pour le service militaire, etc. Et d'envoyer les courriers aux bonnes caisses de retraite ou aux bonnes entreprises pour récupérer les bons éléments. Donc on travaille sur des algorithmes comme on a pu le faire pour Groupe Global qui avait besoin de générer du trafic auprès, non pas, comme je disais tout à l'heure, d'1 million de personnes, mais auprès des 1000 personnes en France qui étaient capables d'acheter leurs services. De la même façon que Café Caron, qui était sur une problématique purement e-commerce, avait besoin de générer du trafic, mais de comprendre ce trafic, de fidéliser les gens qui étaient venus acheter une première boîte de café pour derrière leur proposer d'autres contenus, services et produits, bien entendu. Et la Tour Imo, troisième problématique, on n'est pas dans le e-commerce, on est purement dans l'humain, mais on a besoin de générer des leads pour que ces êtres humains soient capables derrière d'aller, avec un minimum de connaissances, proposer les solutions de la Tour Imo. Donc, sur l'ensemble de ces problématiques, on est sur de la génération de leads. Sur l'ensemble de ces problématiques, on est soit sur du branding avec un site vitrine, soit sur du business, par exemple avec du e-commerce. Et derrière, on a tous les leviers qui vont nous permettre d'acquérir de l'audience, de comprendre cette audience, de la fidéliser et soit de faire passer les bons messages, soit de vendre les bonnes prestations, etc. Donc, bien entendu, pour tous ces clients, on a une problématique qui est que nous, on a besoin de comprendre le secteur et le marché. Donc, on va auditer la concurrence, etc. Pour, à la fin, être capable de dire ce que vous avez commandé correspond à ce que nous vous avons livré. On a bien compris votre marché, on a mis en place les bons leviers, on a vendu votre société à tant de personnes, on a fourni votre message à tant de personnes, et derrière, voilà ce qui s'est passé avec votre message. C'est-à-dire que c'est un work in progress permanent. C'est pas je fais un site et on s'arrête là. Derrière le site, il faut qu'il y ait de l'intelligence. C'est pas je fais une campagne AdWords ou une campagne social media et ça s'arrête là. Derrière, il y a une vraie prise en main de l'ensemble de ces données pour continuer à accélérer, pour continuer à optimiser tout ce que l'on a fait. Aujourd'hui, malheureusement, on a des chiffres
qui prouvent que beaucoup de sociétés soit ont du retard, soit ont des craintes par rapport au numérique, au digital, à l'optimisation de ce digital. Les chiffres prouvent que tout le monde sait qu'il faut le faire. Les chiffres prouvent que tout le monde est d'accord pour le faire, mais voilà, le premier pas à faire est toujours le plus compliqué. Bien entendu, dans notre métier, comme dans tous les métiers, il y a des échecs et vous pouvez peut-être déjà avoir rencontré des prestataires de services qui vous ont déçu, qui n'ont pas compris qui vous étiez, qui n'ont pas compris ce que vous vendiez, qui n'ont pas compris les interlocuteurs qui étaient les vôtres au quotidien. Et il ne faut bien entendu pas s'arrêter à un échec. L'objectif n'est pas de travailler avec telle ou telle agence, tel ou tel cabinet de consultants. L'objectif est vraiment d'être capable de se fixer une roadmap et d'y aller. Tout simplement, il faut y aller, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas rester dans la crainte de tel ou tel sujet. Il faut vraiment essayer d'avancer un maximum pour atteindre ses objectifs. Quand on a un site web, ça ne suffit pas. Quand on a fait une première campagne, même si elle n'a pas été fructueuse, ça ne suffit pas non plus. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de la logique pour être capable d'identifier tous les leviers et d'être capable de comprendre là où il y a eu un échec et là où je peux encore accélérer. Et c'est surtout cette partie, là où je peux encore accélérer, qui est importante à prendre en ligne de compte, tout simplement parce que celui qui s'arrête, malheureusement, fait partie d'un marché dans lequel les autres ne s'arrêtent pas. Bien entendu, il y a des craintes, donc le prestataire avec lequel vous êtes censé travailler, que ce soit un cabinet conseil ou une agence, est censé vous nourrir en permanence, vous former en permanence, faire du transfert de compétences en permanence pour vous expliquer le pourquoi du comment. C'est pas je vous fais une maquette de site web, c'est pas je vous fais une campagne, vous payez et ça s'arrête là. Il faut qu'il y ait une vraie discussion, il faut qu'il y ait un vrai échange et que vous compreniez chaque jour un petit peu plus le pourquoi du comment on est en train de faire ça ensemble. On a une phrase qu'on répète, je pense, quotidiennement chez Massaï, qui est de dire que plus notre interlocuteur en connaît et en sait, plus on fait des choses intéressantes ensemble. Donc on a besoin vraiment de transférer beaucoup de compétences pour que nos interlocuteurs grandissent en même temps que l'on avance sur cette prestation. Tout est documenté en permanence, tout est, bien entendu, tout est votre propriété, tout ce que l'on fait vous appartient. Très important aussi. On a malheureusement régulièrement des clients qui ont payé pour des prestations, ils s'aperçoivent à la fin de la prestation que rien ne leur appartient, ni le site, ni le nom de domaine, ni la campagne social média, ni les visuels qui ont été utilisés, etc. Donc il y a toute une série de bonnes pratiques à mettre en place. Et on doit vous transférer toutes ces bonnes pratiques pour que vous ayez confiance et que vous ayez la possibilité de continuer à avancer. Alors maintenant, pour entrer dans le très concret de comment on se crée cette relation et on crée une stratégie digitale. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut que l'on comprenne qui vous êtes, comment vous êtes intégré dans un marché, quel est ce marché, quels sont vos concurrents, mais quelles sont aussi toutes vos parties prenantes. Je citais tout à l'heure l'exemple d'une biotech. Il faut que l'on comprenne qui sont les institutions médicales, les sociétés savantes qui font partie de l'environnement de cette biotech. Pour une société de sécurité, c'est exactement la même problématique avec les sujets réglementaires, les sujets normatifs, les différents corps d'État avec lesquels on peut travailler. Donc on a toujours un environnement qu'il faut absolument comprendre. Et là, c'est vous qui nous faites grandir, c'est vous qui nous donnez à manger, si je puis dire, sur votre marché, votre connaissance, votre compréhension. Ensuite, on met en place les personas, qui sont les profils types de vos cibles. Si on cherche à recruter, voilà le profil qu'on cherche à recruter. Si on cherche à vendre, voilà à qui on doit s'adresser pour vendre et voilà ce qu'il va comprendre de notre proposition et voilà ce qu'il va acheter. Si on cherche des partenaires pour distribuer, voilà le profil des distributeurs que l'on cherche. Derrière, chacun de ces personas va avoir droit à une proposition de valeur, qui peut être d'ailleurs une proposition de valeur différente, dans du recrutement ou
ou dans du business, on n'est pas sur les mêmes propositions de valeur et sur les mêmes expositions de la société. Donc la mise en place d'une proposition de valeur va permettre à votre équipe, notre équipe, qui constitue ensemble une seule et même équipe, d'avoir un brief commun et d'avoir une compréhension commune de là où on en est et là où on veut être dans un an, par exemple, avec les objectifs à atteindre, avec les KPI, donc les curseurs et les objectifs que l'on veut atteindre, les chiffres que l'on veut obtenir, la validation de l'efficacité de nos différentes actions, etc. On met en place derrière une stratégie de contenu. Pourquoi stratégie de contenu? Parce que c'est grâce au contenu qu'on va comprendre qui on est, qu'on va comprendre ce que l'on propose, que l'on va comprendre pourquoi on est sur ce marché et qu'on va toucher nos différentes cibles, donc nos différents personas. Et derrière, bien entendu, comme je le disais quand je parlais des KPI, on va mesurer que ce que l'on a fait, que ce premier euro dépensé a bien servi les objectifs que l'on avait dit que l'on devait atteindre en 3 mois, 6 mois, 1 an, et en sachant qu'une stratégie n'est jamais là non plus arrêtée, elle est toujours dans le temps. C'est un outil vivant. La stratégie, elle doit évoluer, on doit revenir en arrière, on doit invalider ce que l'on a dit il y a 3 mois pour être beaucoup plus précis, ou on doit invalider ce qu'on a dit il y a 6 mois pour pivoter parce que on s'aperçoit que l'objectif ne sera jamais atteint, ou que l'objectif a été dépassé, qu'on doit accélérer, ou qu'on s'est trompé d'objectif, etc. Donc c'est vraiment une stratégie vivante. D'ailleurs, on met en place des documents de gouvernance qui sont des documents qui sont remis à jour extrêmement régulièrement, que vous validez, que l'on valide régulièrement pour pouvoir avancer, pour pouvoir remettre à plat tout ce que l'on fait en permanence et accélérer sur certains sujets. On a l'habitude de travailler depuis plusieurs années sur un framework qui nous permet de balayer l'ensemble de la stratégie digitale. On a une partie qui est « je paye pour être visible ». On a une partie qui est « je demande à d'autres personnes de parler de moi ». On a une partie qui est « je partage avec un certain nombre de gens les messages que je dois faire passer, les objectifs que je veux atteindre, etc. » Et on a une partie « j'ai la main dessus », le « own », j'ai la main dessus, et je peux produire des contenus régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois. Je référence mon site, je mets en place un blog, je crée des vidéos, etc. Donc, ce framework nous permet de balayer absolument toutes les façons de générer du trafic vers un site, vers une application mobile, vers une page YouTube, vers un blog avec des articles, vers un outil de webinaire, vers un outil de formation, etc. Vous êtes au centre de tous ces outils. Tous ces outils ne sont pas à actionner en permanence et au même niveau. Donc, on fait ce que l'on appelle un arbitrage permanent pour comprendre que pour atteindre cet objectif, je vais aller sur du paid. Pour atteindre cet objectif, je vais aller sur du shared et je vais laisser tomber le paid. Et une fois que le shared fonctionne bien, je n'ai plus besoin d'acheter de visibilité. Le shared renvoie sur mon site, il faut que j'accélère la partie own, donc il faut que je crée des articles de blog, des vidéos, des choses comme ça. Donc en permanence, là aussi, c'est une stratégie vivante, une stratégie mouvante, et on va accélérer sur telle partie, on va ralentir sur telle autre, et on va faire un équilibre entre les différentes parties. Donc si je rentre dans le détail, par exemple, du own, on parle de mon site internet, on parle du référencement naturel, le Search Engine Optimization, qui nous permet d'être bien référencé sur Google. Je dis Google sans citer les autres parce que Google aujourd'hui représente 85%, je crois, des recherches sur les différents moteurs. De l'emailing parce qu'il est important de se constituer une base de données de contacts que l'on peut relancer régulièrement en ne s'attendant bien entendu pas à ce qu'une personne qui reçoit un email achète à l'instant T. C'est toujours sur du court, moyen, long terme, et du marketing automation, parce qu'une fois qu'on a dépensé de l'argent pour faire un site web, pour qu'il soit bien référencé, pour mettre en place un emailing, pour que les gens reviennent sur le site, il faut fidéliser les gens.
Le marketing automation est un moyen de mettre en place des scénarios qui vont nous permettre de dire telle personne est venue sur le site, est partie depuis la homepage, elle ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui s'est trompé d'adresse, elle ne m'intéresse pas. Par contre, une personne qui a visité 3 pages, qui a vu telle vidéo, je vais lui envoyer un email avec tel message dedans. Une personne qui a été directement sur le formulaire de contact mais qui n'a pas fini de le remplir, je vais lui envoyer un autre message. Une personne qui a regardé une vidéo et qui est partie directement sur le site de mon concurrent, on a des moyens de le vérifier, je vais lui envoyer encore tel message. Et dans le e-commerce, typiquement, c'est une personne qui a rempli un panier avec 5 articles, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, donc quelqu'un qui a abandonné son panier, je vais lui envoyer tel autre type de message en lui disant promotion de 15% sur tel produit. Je sais que cette personne s'était intéressée à tel produit. Et si vous vous abonnez à la newsletter, vous avez droit à 5% de réduction permanente sur toute l'année 2022. Donc, on ne peut pas avoir dépensé autant d'argent pour laisser les gens venir sur notre site web et les laisser libres de ne pas aller jusqu'au bout de la relation. Donc, le marketing automation est un moyen de les captiver un petit peu, pas capturer, hein, captiver un petit peu plus, de les fidéliser et de créer une relation sur le plus long terme. Bien entendu, je passe rapidement sur tous ces éléments parce que le temps nous est compté, mais je répondrai à vos questions après. Donc, pour un site web, la grande problématique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le responsive. Responsive, c'est-à-dire qu'un site doit être visible sur un ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette, que ce soit un PC, un Mac, un iPhone, etc. Aujourd'hui, on crée nos sites en mobile first, c'est-à-dire qu'on crée notre site d'abord en maquette pour un téléphone portable, avant de le développer, avant de l'agrandir pour des tablettes et du PC ou du Mac. Ensuite, on crée des contenus qui sont non pas égocentriques, c'est-à-dire je parle de moi, ce que je sais faire, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Je parle toujours de la problématique de mes interlocuteurs. Typiquement, si je suis une agence digitale, je vais vous dire que votre problématique, c'est votre site web, votre application mobile, votre CRM, que vous avez besoin de générer du trafic, faire de l'acquisition, garder ce trafic. Je ne vais pas dire je suis le meilleur, je suis le plus beau et je suis capable de vous faire le site le plus designé qui existe parce que ça ne répond pas à votre problématique. Voilà, tout simplement. Donc, on peut rentrer dans le détail après de tout ce qui constitue le sujet du site internet, mais on aura l'occasion un petit peu plus tard d'en reparler. Le référencement naturel, comme je l'ai dit, c'est la problématique de Google, être bien référencé. Là, on est exactement sur la même problématique que j'évoquais tout à l'heure, quantitatif versus qualitatif. On ne veut pas être visible par le monde entier, donc on ne va pas écrire Pamela Anderson dans son site pour générer du trafic, on va écrire des termes que Google va comprendre et que Google va être capable de recracher aux gens qui font des requêtes. Google s'adresse à des gens qui font des requêtes, là où Facebook, Instagram, LinkedIn s'adressent à des profils. Donc, il faut faire un équilibrage entre les deux. Les gens qui font des requêtes sont des gens qui savent à peu près ce qu'ils recherchent. Donc, il faut être capable de répondre à Google pour que Google réponde à ses internautes. Quand on a un business de proximité, on met bien entendu le référencement en lien avec Google My Business pour avoir une fiche entreprise et on met en place des contenus, de la structure, etc. pour que l'intégralité du site soit compris. Quand on parle de site, on parle aussi de référencement sur un site, on parle aussi de blog. Le contenu va aider au référencement et les articles de blog doivent toujours renvoyer vers des pages offres pour faire le lien entre le contenu que j'ai créé qui n'est pas là pour amuser la galerie, mais qui est là pour servir mon business, mon recrutement, mon acquisition de trafic, etc. Donc, mes articles de blog doivent toujours envoyer vers des offres business qui vont accélérer mon référencement. L'emailing, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ma base de données
bien entendu complètement conformes à la CNIL et au RGPD. Donc les gens ont la possibilité de se désabonner, de modifier leurs coordonnées. On n'a pas le droit, même en B2B, on n'a pas le droit d'envoyer des informations non sollicitées à quelqu'un avec qui on n'est plus en relation active depuis 2 ans et un jour. C'est-à-dire que un internaute qui n'est pas venu visiter votre site Marketing Automation et un internaute qui n'a pas cliqué sur vos emailing depuis 2 ans et un jour, vous êtes censé ne plus lui envoyer de nouvelles informations. Ça, c'est pour la partie fun et réglementaire. Bien entendu, quand on a une base de données, avoir 10 000 personnes dans cette base de données, c'est très bien, mais si on ne sait pas qui ils sont, comment on a été mis en contact avec eux, est-ce qu'on les a rencontrés sur un salon, est-ce qu'on a acheté ou loué une base de données, est-ce qu'on a récupéré une base de données en quittant une entreprise et en piquant la base de données de cette entreprise, ce que l'on voit absolument tous les jours. Si on ne sait pas qui on a dans la base de données n'a pas un grand intérêt, parce qu'envoyer les mêmes informations à 10 000 personnes, surtout en B2B, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il faut segmenter la base de données, il faut être capable de comprendre qui on a à l'intérieur pour derrière créer des campagnes emailing personnalisées. Si c'est un partenaire distributeur, je lui envoie tel type d'information. Si c'est un prestataire qui produit de la recherche, pour moi, je lui envoie ce type d'informations. Si c'est un institutionnel ou la presse ou du pur business, j'envoie encore des informations différentes. Et derrière, il faut être capable de mesurer l'efficacité de ces campagnes. On voit encore aujourd'hui, malheureusement, trop souvent des gens qui disent « oui, j'envoie des emailing ». Voilà, ça s'arrête là. Derrière, on ne sait pas à quoi ça a servi. J'ai même encore vu très récemment des emailing qui étaient envoyés, mais il n'y a pas de lien dans ces emailing. Donc, il n'y a pas de call to action. On ne demande pas aux gens de faire quelque chose. On ne les renvoie même pas. S'il y a le logo. Il y a le logo qui permettait d'arriver sur le site, mais ça s'arrêtait là. Donc, il faut toujours qu'on ait un objectif quand on envoie des emailing, que cet objectif soit lié à l'emailing et non pas j'envoie un emailing parce qu'on m'a dit que tous les premiers du mois, il fallait faire du bruit et envoyer des emailing à ma base de données de 10 000 personnes qui ne servent pas à grand-chose. Donc le marketing automation, je vous en ai parlé, c'est vraiment la possibilité en créant des scénarios de fidéliser les différentes personnes avec qui je suis en contact et qui sont venues visiter mon site ou ma page Facebook, ou etc., etc. Le paid, en dehors des grands médias à qui je peux acheter de la visibilité, donc Les Échos, Le Figaro, Marie-Claire, etc. On a 2 grandes autres familles qui sont le social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc., en fonction, bien entendu, de vos cibles. Et le SIA, on en revient à Google, c'est les fameuses campagnes AdWords, parce que, comme vous le savez, dans Google, les premiers résultats sont des annonces payantes, donc du SIA, et ensuite vous avez le référencement naturel, c'est-à-dire le référencement non payant, qui est là parce que la structure du site est bonne, parce que le contenu est bon et parce que ça répond aux requêtes des internautes. Le SIA va nous donc le social, pardon, va nous permettre de toucher, comme je le disais tout à l'heure, des profils. Sur Facebook ou LinkedIn, les gens n'ont pas fait de recherche, ils ne sont pas en train de nous chercher, de chercher nos produits et services, ils sont en train de naviguer, souvent en train de perdre du temps. On ne les considère d'ailleurs pas comme des professionnels en train de naviguer, ce sont des êtres humains qui, à un moment de leur journée, sont des pros et à un moment de la journée sont des particuliers. Ce sont des gens pour lesquels on a beaucoup d'informations. On sait exactement qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait de leur journée numérique, hein, sur Facebook et autres. On sait combien de fois ils ont ouvert Facebook ou Instagram, on sait à quoi ils sont abonnés, les pages qu'ils aiment, on sait s'ils ont beaucoup d'amis, pas beaucoup d'amis, on sait s'ils postent beaucoup de photos, s'ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, s'ils suivent des influenceurs. On sait énormément de choses explicites. Et on sait beaucoup de choses implicites, là où ils habitent, ce qu'ils ont référencé comme métier, etc. Donc on est capable de faire des campagnes extrêmement précises. Aujourd'hui, Facebook, Instagram sont les 2 régies publicitaires les plus puissantes et les plus précises du monde. LinkedIn
et pas mal non plus, surtout dans un domaine purement B2B, un petit peu moins précis que Facebook, mais vraiment bien. Et on va être capable de créer des campagnes extrêmement précises auprès de gens dont on connaît, dont on maîtrise absolument les profils. Et on va être capable de dire, je veux que cette personne voit mon message une fois, 3 fois, 5 fois. Et si elle le voit 3 fois, elle va avoir 3 fois le même message, ou 5 fois, elle va avoir 5 fois un message différent, mais qui va évoluer dans le temps, etc. Et à chaque fois, on va avoir un call to action différent parce que je veux qu'elle lise mon message, ou je veux qu'elle voie une vidéo, ou je veux qu'elle vienne sur mon site, ou je veux qu'elle remplisse un formulaire, qu'elle réponde à un sondage, etc. Donc toutes les campagnes peuvent être différentes en termes de contenu, et toutes les campagnes peuvent être différentes en termes d'objectifs que j'assigne à mes différents internautes. De la même façon, là, on était sur les profils, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Sur Google, on répond à des requêtes. Donc, c'est la même chose que pour le référencement naturel. Vous avez déjà tous vécu le fait de faire une recherche vacances à Marrakech sur Google, et après, pendant 3 semaines, où que vous soyez sur le net, vous aviez des bannières, vous aviez des annonces qui vous proposaient des vacances à Marrakech, ou pour être plus dans l'actualité, acheter des masques FFP2. Ça revient exactement au même, il y a exactement la même logique. 3 semaines d'affilée, vous allez avoir des publicités pour des masques FFP2 absolument partout. Ça vient donc du SIA, ça vient des campagnes AdWords, et il y a ce que l'on appelle le retargeting, c'est-à-dire que une fois que j'ai identifié une personne qui recherchait quelque chose que je pouvais lui proposer, quel que soit l'endroit où il va être sur Internet, je vais lui proposer mes annonces. Je vais lui proposer donc mes annonces avec le réseau de contenu Google, ou je vais lui proposer mes bannières. Il peut naviguer sur le site des Échos ou sur le site de Marie-Claire. Il va voir, on va lui afficher mes contenus. C'est très complémentaire du référencement naturel. Plus le référencement naturel est élevé et efficace, moins on a besoin de dépenser en référencement payant. Donc on a vraiment un curseur à mettre en place sur je commence par le référencement payant pour être visible, j'accélère sur le référencement naturel, et plus mon référencement naturel est efficace, moins je dépense d'argent, mais de façon instantanée et en étant plus efficace à long terme. Ensuite, on a toute la partie shared, donc c'est le social media. On a ici que 3 exemples de plateformes social media, mais on pourrait rajouter TikTok, et on pourrait rajouter toutes les messageries. Hein. WhatsApp et Messenger appartiennent à Facebook, Instagram d'ailleurs appartient à Facebook. On peut rajouter à ça YouTube, qui est aujourd'hui le 2e moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Ça tombe bien, YouTube appartient à Google. Et YouTube peut être considéré et comme un moteur de recherche et comme une plateforme sociale, tout simplement parce que les gens déclarent des choses, les gens s'intéressent à des sujets, donc on est capable de les traquer, on est capable de les suivre et de leur proposer les bons contenus au bon moment. D'ailleurs, chose intéressante sur YouTube, on peut faire des campagnes gratuites sur YouTube. Petite astuce, tout simplement, quand vous faites une campagne sur YouTube, quand vous voyez une publicité sur YouTube, vous voyez que la vidéo vous propose, la publicité avant votre vidéo vous propose de skip, donc de vous échapper de la publicité. Tous les internautes qui skippent sont des internautes gratuits pour vous. Donc votre publicité, votre vidéo qui apparaît en pré-roll avant la vidéo que vous êtes venu chercher sur YouTube, peut être affichée à 1000, 5000, 10 000, 15 000, 200 000 personnes gratuitement s'ils skippent la publicité. Ça veut dire qu'il faut d'un côté être capable de rendre sa publicité intéressante pour que les gens restent 3, 5, 10 secondes, et en même temps leur faire une publicité suffisamment longue pour qu'ils skippent, et que la publicité ne vous coûte rien, mais que vous ayez été vu par un certain nombre de personnes. Et ce certain nombre de personnes, qualitativement, ce sont les gens qui vous intéressent parce qu'ils ont déclaré tel et tel profil sur YouTube ou sur Google, parce que YouTube est relié
profil Google général. Donc le social media aujourd'hui est la régie publicitaire la plus puissante, surtout avec Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp qui font partie du même lot. Et quand on dit puissante, c'est dans la capacité de ciblage, mais c'est aussi dans l'engagement. Pourquoi je vous parle d'engagement? Tout simplement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait une campagne, on a besoin que les gens cliquent à un endroit pour atterrir à un autre endroit. En général, on essaye de les garder à l'intérieur de Facebook, on essaye de les garder à l'intérieur de LinkedIn et on essaye de leur faire lire des contenus, que ce soit en texte, en vidéo ou en infographie dans LinkedIn, dans Facebook, avant de rentrer dans une vraie relation et de leur proposer de s'inscrire sur notre newsletter, de remplir un sondage, de venir visiter notre site, de demander à être contacté, etc. Aujourd'hui, on est vraiment sur des régies publicitaires extrêmement puissantes et on est sur des contenus extrêmement efficaces qui vont nous permettre de créer cet engagement et de rentrer dans une vraie relation grâce au social media. Donc, on vous a parlé de TikTok, on vous a parlé de Twitter. On a toute une série vraiment de plateformes social media différentes en fonction des âges. Si on est sur du Facebook, on va être au-delà de 35 ans. Si on est sur Instagram, on va être sur des choses très visuelles. Si on est sur du LinkedIn, on va être sur des contenus beaucoup plus B2B et beaucoup plus professionnels. Twitter, on va beaucoup s'adresser à la presse et beaucoup s'adresser aux influenceurs, etc., etc. Donc, on a vraiment l'utilisation des plateformes social médias en fonction des besoins de notre campagne, en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre, en fonction du profil de nos différentes cibles. Ensuite, on a la partie Earn, qui sont tous les leaders d'opinion, en fait, qui sont à l'extérieur de mon entreprise et à l'extérieur de mes clients eux-mêmes. Donc, tous les gens qui vont être capables de porter la bonne parole. Je citais tout à l'heure une biotech qui va s'adresser à des institutions. Je citais tout à l'heure une société de sécurité qui va s'adresser à des corps d'État qui vont être capables de relayer cette information, qui vont être capables de relayer la partie normative et réglementaire, de la même façon que la presse est capable de parler de nous. Donc on fait des relations presse, non pas en appelant la presse et en passant 2000 coups de téléphone, on va envoyer des messages ciblés à des journalistes que l'on aura identifiés. On va, dans un seul et même média, essayer de toucher 3 ou 4 journalistes parce qu'on n'est jamais sûr de quel est le journaliste qui prendra la parole sur notre sujet et à quel moment. Et sous quel angle? Si je reviens sur une biotech, par exemple, ça peut être sous l'angle de la santé publique, ça peut être sous l'angle de l'innovation, médicale ou pas, mais sous l'angle de l'innovation, ou ça peut être sous l'angle d'une levée de fonds pour parler start-up, ça peut être sous l'angle d'un partenariat international pour un côté cocorico. Donc on a différents moyens de discuter avec la presse et différents leviers pour que la presse s'approprie nos différents messages. Et on va traiter nos influenceurs exactement de la même façon, influenceurs et blogueurs, exactement de la même façon que la presse. Ils ne sont pas monolithiques, ils ont tous une charte éditoriale, ils ont tous des temps de parole, ils ont tous une part de voix. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de poster 2 messages par jour. Donc ça fait, on va dire, 8-10 messages par semaine, grand maximum, qui vont être efficaces, parce qu'ils font toujours de l'auto-promo. Donc 8-10 messages efficaces par semaine. Donc il faut qu'on rentre dans l'un de ces messages, il faut qu'on rentre dans leur charte éditoriale. Les partenaires business sont extrêmement importants. Il faut être capable de les nourrir de contenu, nourrir d'informations, les former sur qui on est, donc leur transférer un certain nombre de compétences, les nourrir sur nos technologies, sur notre savoir-faire, sur les chiffres de notre marché, sur pourquoi nous et pas un autre, les bonnes pratiques, etc., etc. Les distributeurs, de la même façon, il faut qu'on soit capable de les nourrir en permanence. Donc le Earn, c'est vraiment toutes les personnes qui vont être capables de porter la bonne parole sur nos messages, que ce soit des messages de recrutement, messages business, messages institutionnels, branding, etc. Je
Je pense qu'on est pile poil dans les temps, c'est parfait. La synthèse de ce rapide exposé, c'est vraiment que dans un premier temps, quand un prestataire de service va interagir avec vous pour mettre en place une stratégie, le sujet, c'est vraiment, il faut que votre prestataire de service comprenne votre marché, s'intègre dans votre équipe et se nourrisse de tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes capable de lui apporter. Et dans un travail collaboratif, on se fixe des objectifs clairs et atteignables. Ça va mieux en le disant. Des objectifs clairs, ça veut dire que tout le monde doit comprendre ces objectifs. Atteignables, on n'est pas là pour vous vendre la lune. On est là vraiment pour réussir quelque chose ensemble et y arriver. Pour atteindre ces objectifs, on priorise les actions, donc on se met en place une roadmap. Et une fois qu'on a lancé tout ça, qu'on est rentré dans un run sur ce projet, on vérifie que ce que l'on a fait, on revient en arrière et on vérifie que ce que l'on a fait correspond à ce que vous attendiez, correspond aux objectifs que vous vouliez atteindre et correspond à une efficacité en termes de message, de notoriété, de branding, etc. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais me permettre de couper la présentation. Et, tout à fait, si tu veux bien. J'ai un petit mot à dire avant de couper la présentation. Vas-y. Donc non, effectivement, nous tenons à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudriez bien nous poser. Si toutefois ces questions, vous n'arriviez pas à toutes les poser là ou vous souhaitiez vous entretenir de manière plus privée, sur l'écran que je vous présente ici, vous trouverez donc la manière de nous contacter par l'adresse adpme@digispin.io pour traiter d'un sujet particulier. On se met bien entendu à votre disposition pour échanger quand vous le souhaiterez. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont posées. C'est toujours la première qui est un petit peu difficile à Absolument. poser. Il y a eu plusieurs appels à questions. Pour l'instant, pas de sollicitation de nos intervenants. Du coup, Mickaël, c'est possible de revenir sur un point. Il y a eu vous avez traité tous les aspects du marketing digital, les grands principes. Et on pourrait dire sur un point plus précis à propos de tous les outils que nous avez présentés, sur le distinguo entre les versions gratuites, les versions payantes, d'un certain nombre d'outils que vous avez présentés. Il y avait le CRM, il y avait la gestion des réseaux sociaux. Il y a toujours des versions d'abord premium, payantes. Est-ce que vous pouvez donner des éléments de fléchage à nos participants là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup de passer à ces versions payantes? Si oui, à quel moment? Est-ce que ça vaut le coup de se tester en amont sur les versions gratuites? Alors, si vous avez un avis sur le sujet. Le plus important, c'est d'avoir identifié ses réels besoins. La plus grande problématique quand je rencontre une entreprise avec 10, 15, 20 personnes, par exemple, c'est que je vais avoir 5, 6 avis différents sur les besoins de l'entreprise. Donc, il faut d'abord, comme je le disais tout à l'heure, rédiger un brief commun qui va être validé par tout le monde sur les besoins de l'entreprise. Quand on parle d'un CRM, quand on parle d'une base de données, quand on parle d'un outil de prospection commerciale, d'une campagne de web marketing, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les besoins de l'entreprise. Beaucoup de besoins ne sont pas connus par l'entreprise par manque de connaissances du digital, des différents leviers qui existent, des objectifs que l'on peut atteindre grâce au digital, par crainte de parties réglementaires. Je citais tout à l'heure la santé dans laquelle on a beaucoup de problématiques réglementaires. La défense et la sécurité ne sont bien entendu pas des domaines grand public dans lesquels on peut parler de tout et n'importe quoi et surtout le dire à n'importe qui. Donc il faut d'abord rédiger un brief commun qui va permettre à tous d'être sur le même fil concernant les besoins de l'entreprise. Derrière, on va étudier le marché des solutions existantes qui ont en général 3 niveaux. Le premier, c'est un niveau gratuit qui va vous permettre de tester la solution soit pour un certain nombre de personnes pendant une durée assez large, soit pendant seulement 1 mois pour toute l'entreprise. Et là, vous avez le piège habituel qui est que vous êtes investi pour faire ce test pendant 1 mois et au bout d'1 mois, on vous coupe la solution, sauf si vous payez. Donc, ça s'apparente un petit peu à du racket et c'est jamais très bon pour le moral. Donc, si on se lance dans ce type de test, il faut être vraiment presque sûr que c'est une solution
qui va nous convenir. Et le troisième niveau, c'est le développement sur mesure, soit par ce prestataire, donc on peut acheter une solution sur étagère qui existe sur le marché et rajouter des briques de développement sur mesure, parce que dans mon domaine, j'ai besoin de telle évolution dans mon process et le marché ne le propose pas. Donc j'achète 75% de ce qui existe sur le marché, je rajoute 25% de vraiment précis et spécifique par rapport à mon besoin. Après, ça peut être du développement sur mesure. On a développé ces dernières années plusieurs outils et applications métiers, 100% sur mesure pour différents clients qui sont dans des marchés qui sont non pas du tout des marchés de niche, mais des marchés absolument standardisés, sauf que le marché des éditeurs n'avait pas proposé de solution qui permettait de répondre à leurs besoins. On s'aperçoit au final que entre développer quelque chose sur mesure ou utiliser une solution du marché, au bout de 3 ans, on est exactement au même budget. Et par contre, on a quelque chose qui nous correspond complètement. Alors, ce que je voudrais quand même compléter, parce que là, on est un petit peu en dehors du contexte du sujet principal du webinaire, c'est que toutes ces problématiques de savoir quel type de solution choisir, c'est ce que nous faisons au quotidien chez Digispin, puisque Michael, effectivement, se place, quand on disait qu'il y a l'expression de besoin, nous, on se place sur ces expressions de besoin et sur ces feuilles de route, hein, et on aide le client à choisir en fonction de son budget, de son temps, etc., ce qui est le plus adapté. Et après, effectivement, on s'adresse à des agences ou à des prescripteurs où on choisit des éditeurs, mais ces priorisations-là sont faites effectivement au cas par cas. Donc là, on travaille plus sur l'aspect, aujourd'hui on était plus sur l'aspect, on va dire, digital des choses au niveau marketing et au niveau choses comme ça. Donc c'est vraiment les différents volets qu'on a voulu illustrer. Au-delà des solutions logicielles qui peuvent être faites, c'est surtout comment orchestrer en quelque sorte les différents types d'actions et bien montrer qu'il y a des interconnexions extrêmement fortes entre ce qu'on peut faire sur son site internet, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait quand on push des newsletters et toute cette orchestration-là, en fin de compte, doit être faite effectivement de main de maître pour pouvoir donner des résultats probants, quoi. Et que quelquefois, le danger que l'on rencontre dans pas mal d'entreprises, c'est qu'il y a une communication sur les réseaux sociaux qui est extrêmement occasionnelle ou qui n'est pas suivie, des contenus qui sont assez figés sur les sites internet avec pas forcément de l'enrichissement de blog. Et puis, quand on parle de la partie push, newsletter ou des choses comme ça, des fois c'est même inexistant, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est bien ces différents piliers qu'a présenté, les 3 piliers qu'a présenté, plus d'autres évidemment, hein, je ne vais pas revenir dans le détail et refaire le webinaire, mais qui sont capitaux pour que ça marche bien et de travailler donc avec effectivement, nous recommandons avec vraiment des professionnels de la chose comme Mickaël en est, pour que les choses puissent bien se faire. Mais effectivement, en amont, il faut déjà bien savoir, bien avoir segmenté ses populations, bien avoir connu ses produits aussi, pour que tout cela derrière puisse être et bien connaître son positionnement pour que ce soit complètement efficace. Peut-être y a-t-il des questions entre-temps? Alors, Alors, je alors vais me oui, permettre de rajouter aussi une information. Je parlais tout à l'heure des différents prestataires que vous avez déjà pu rencontrer. Il y a certains prestataires qui ne gèrent qu'un seul levier que Mmh, l'on a présenté, qui sont des super experts de ce levier. On mmh, a des prestataires qui gèrent que de la production web ou des prestataires qui ne gèrent que du web marketing. Donc, il est toujours important de discuter avec plusieurs prestataires pour être capable de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et ce qu'ils vont proposer comme prestation et quel est le périmètre de leur prestation. Et nous, typiquement, même si on est expert sur différents leviers, on fait appel nous-mêmes à des super experts quand on a une problématique bien sûr. très spécifique. Bien entendu, plus votre prestataire a un champ d'expertise large, plus il va être capable de répondre globalement à votre Mmh, mmh. problématique. Donc je lis la question, est-ce qu'un blog est un prérequis pour avoir une politique de contenu ou peut-on utiliser uniquement les médias sociaux pour cela? Vous avez tout à fait raison. Églantine, en effet, la mode en 2018 a été de se dire les médias sociaux deviennent tellement puissants que je n'ai même plus besoin d'un site pour montrer mon contenu et diffuser mon contenu. Malheureusement,
quand on travaille sur les... Je parle bien de médias sociaux et non pas réseaux sociaux. Médias sociaux parce que derrière, il y a une régie publicitaire, il y a une capacité à diffuser du contenu. Quand vous travaillez sur les médias sociaux, malheureusement, vous êtes à la disposition et vous êtes dépendante des algorithmes de ces médias sociaux qui peuvent décider demain de fermer votre page ou votre profil, qui peuvent demain décider de réduire la visibilité que vous avez sur vos posts, parce que vous n'achetez pas assez de visibilité, donc de paid en social media, ou parce que très simplement, vous décidez dans votre stratégie social media de poster 3 fois par semaine, ce qui est beaucoup, mais c'est votre choix. Vous postez le lundi, le mercredi, le vendredi. Si votre post du lundi a eu beaucoup de succès, Facebook et Instagram, par exemple, vont uploader la visibilité de votre post du mercredi. Donc, vous allez avoir, sans publicité, 3% de visibilité le lundi. Votre post a bien fonctionné. Il y a eu des commentaires, des likes, des choses comme ça. Votre post du mercredi aura 7% de visibilité. À l'inverse, si celui du lundi n'a pas connu le succès escompté, bah, celui du mercredi va être downgradé. Donc, vous allez perdre encore en visibilité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir d'un côté son own, son site avec son blog, etc., qui va vous permettre de maîtriser vos contenus et d'avoir derrière une stratégie de contenu qui va vous permettre d'être efficace et économe en temps, en énergie, en moyens financiers, etc. Nous, aujourd'hui, pratiquement sur, on va dire, 75% de nos recommandations, on a une stratégie de contenu qu'on va diffuser, non pas de façon uniforme, mais de façon économe, partout, dans nos newsletters, à l'adresse de nos abonnés, sur nos plateformes social médias en différents types de contenus, en articles de blog de façon plus longue, donc en articles social médias très courts et en articles de blog beaucoup plus longues. Et comme je le disais tout à l'heure, ça renvoie toujours vers une offre concrète de contenu parce qu'on doit répondre aux problématiques de nos différents internautes. Donc ça peut être un choix pour répondre à cette question, Églantine, ça peut être un choix de ne pas avoir de blog, mais de tout balancer sur les médias sociaux. Mais derrière, il faut être capable quand même de faire le lien et de garder la main sur vos contenus et de faire le lien avec votre site web, votre base de données, etc. Bien entendu, je ne connais pas votre business et votre marché, vraiment à votre disposition pour en reparler, mais ça peut être une solution si elle répond à des objectifs bien précis. C'est un petit peu dommage, ouais, de se priver du de ne pas avoir aussi au sein de son propre contenant, si je puis dire, hein, parce que là, on parle bien de contenant plus que de contenu, de pas mettre, même si vos posts sont courts, et sont moins longs qu'un vrai article de blog, qui répond à tous les canons de référencement, et de structure et cetera. Parce que moi-même, au niveau Digispin, je gère ça, donc je sais comment, quand on a un blog, comment il faut essayer effectivement de bien séduire tous les algorithmes de référencement naturel et les choses comme ça. Mais c'est dommage parce que quand quelqu'un vous voit sur les médias sociaux, on vous voit à un instant T, mais il n'y a pas forcément de pérennité dans le temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fugace, même si on peut retrouver les archives, etc. Alors que si vous avez quelque chose qui vous appartient à vous, eh bien, lorsque quelqu'un, par exemple, vous recherche, il va pouvoir aller dire, tiens, mais je vais regarder un petit peu toutes les publications qu'il y a, tout ce qu'il y a, les thématiques, etc. Et c'est là qu'on voit vraiment, c'est comment dirais-je, toute la quintessence de vos contenus sont rassemblés. Ils peuvent être organisés, peuvent être triés, peuvent être mis par thème. Et c'est facile aujourd'hui, techniquement. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Michael parlait tout à l'heure des fameux CMS. C'est facile, sans compétences techniques compliquées, de gérer un blog. Et ça permet aussi d'organiser ses idées, de les classer et de donner je pense, encore une meilleure vue que celle qu'on peut avoir de manière, même en ayant une communication sur les médias sociaux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça permet vraiment de rajouter encore de la richesse, je vais dire, au contenu que vous avez. Parce que si vous pouvez peut-être communiquer sur un sujet, mais généralement, il y a quand même 2 ou 3 thématiques qui sont concernées. Ça permet aussi au lecteur de spécifier. Et puis vous-même, ça vous permet aussi j'allais dire de recycler. Les thèmes, ce ne sont pas exactement ceux-là, mais vous publiez un article un an après, vous avez peut-être envie de reparler de ce sujet-là, tout en
reprenant votre ancien article et en le réactualisant, par exemple par rapport aux références que vous faites sur les statistiques, les études, etc., pour remettre quand même un petit peu de choses nouvelles dedans, pour l'actualiser, mais les choses peuvent être toujours valides ou pas justement, ou si elles ne sont plus, si par exemple une crise Covid passe en plein milieu, peut-être l'actualiser en fonction de ça. Donc ça vous permet aussi d'avoir une base de contenu et puis ça vous permet d'y faire référence aussi quand vous faites une offre, quand vous faites une offre commerciale à quelqu'un, vous pouvez très bien faire référence à des articles qui montrent effectivement tous vos savoir-faire ou toute votre connaissance d'un sujet, plus exactement. Voilà. Et puis je parlais tout à l'heure de qualité versus quantité. Vous imaginez bien, et là c'est pratiquement quel que soit le business, on est capable de vous générer avec 50, 100 ou 150 euros, par exemple, 1000 ou 10 000 vues sur Facebook ou sur Instagram. Ça n'a pas du tout la même qualité en termes de business par rapport à un internaute qui vous cherche sur Google, qui tombe sur votre site et qui lit des contenus. Voilà. On est capable de cibler beaucoup de gens pour pas très cher sur les médias sociaux, et donc on va faire des repasses, on va essayer de multiplier les points de contact et multiplier les messages, mais quelqu'un qui vient sur vos contenus et qui lit votre own, vous posiez la question avec Glantine sur le blog. Le blog doit faire partie intégrante du site, mais quelqu'un qui vient lire des contenus sur votre site est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible à qui vous êtes et ce que vous proposez que quelqu'un qui vous a juste croisé comme ça sur Facebook, Insta, TikTok, etc. Il n'y a pas de compétition en fait entre les deux. On n'a pas d'autres questions. Glantine est en train de composer sa question. Mais on a dépassé l'horaire de ce webinaire avec toutes les précisions très utiles au demeurant que vous avez amenées tous les deux, Corinne et Mickaël, sur l'aspect justement, la présence sur les réseaux sociaux et le distinguo avec l'intérêt d'avoir du contenu propriétaire. Peut-être une ultime question, toujours d'Églantine. Vos conseils sont-ils les mêmes pour les sociétés B2B, B2C? Peut-être si vous pouvez répondre rapidement, Mickaël. Pas du tout, en effet. Non, en effet, on a... alors, je ne vais pas dire qu'on est sur une science exacte, parce que ce serait mentir, donc je ne vais pas le dire, en effet. On a des recettes qui fonctionnent, qui sont testées au quotidien, qui sont remises en cause en fonction... des algorithmes des uns et des fonctionnements des autres. On a des grandes recettes qui fonctionnent pour le B2B, pas du tout pour le B2C. On a des recettes qui fonctionnent en B2B2C, mais qui ne vont pas fonctionner en direct en B2C. Donc on a une approche extrêmement différente en fait des marchés. Et j'ai envie de dire qu'à l'intérieur du B2B, quelqu'un qui vend des solutions sur étagère n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui vend des solutions sur mesure. Quelqu'un qui vend sur un marché de niche n'aura pas du tout les mêmes besoins que quelqu'un qui vend sur un marché déjà stable, pérenne, compris par tout le monde. Le B2C est beaucoup plus volatile. On est sur un marché de zappers, donc des gens qui font du zapping toute la journée, qui sont capables de passer d'une solution, d'un produit à un autre. Il y a aujourd'hui une réelle perte de fidélité en B2C que heureusement on a gardé en B2B, c'est-à-dire que même si ça s'est un peu étiolé, on a en B2B une certaine fidélité, et en B2C on est sur des gens qui cherchent des promos, cherchent la bonne solution du moment, sont très sensibles à la tendance ou à la mode, sont très sensibles à la parole de telle ou telle influenceuse qui a pris la parole sur tel sujet mais qui sera oublié dans une semaine ou dans un mois. Donc non, les conseils ne sont pas les mêmes, et à l'intérieur du B2C, en fonction du marché, on a des solutions, à l'intérieur du B2B, en fonction des marchés, de l'expérience, de la pérennité du marché, on a aussi des solutions très différentes. Mais vous avez raison de poser la question, parce que pas mal de gens pensent qu'effectivement, ce qui marche depuis très 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 longtemps pour le B2C peut être applicable en l'état au B2B, et là c'est tout ce qu'a raconté. Non, j'ai même envie de dire que dans le domaine du digital, le très longtemps s'arrête à il y a un an, à peu près.
C'est-à-dire que ce qui fonctionnait il y a un an ne fonctionne plus forcément aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, si on travaille sur du social media et qu'on est dépendant des algorithmes de Facebook et Instagram, on subit les algorithmes de Facebook et Instagram. Si on travaille sur du référencement naturel ou même payant avec Google, on est complètement dépendant de Google. Le dernier exemple en date, il y a 3 semaines, la CNIL a décidé que Google Analytics, le grand outil, le grand standard de calcul de l'efficacité d'un site, n'était plus en cohérence avec la CNIL, tout simplement parce que les datas sont hébergées aux États-Unis. Donc toute data qui n'est plus souveraine ne correspond plus aux standards de la CNIL. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont en train de se dire je vais avoir l'obligation de quitter Google Analytics pour trouver une autre solution. Et donc, si je ne suis plus dépendant de Google Analytics, je vais avoir une façon différente de travailler. Ou à l'inverse, je ne vais plus profiter de la puissance de Google Analytics, donc il faut que je trouve une autre solution et que je travaille différemment. Donc, on est toujours dépendant des outils du marché. Et les outils du marché, ils évoluent absolument tous les jours. Donc, on se lève un lundi matin, on est passé de Google Panda à Google Pangolin, pour être à la mode, qui sont les algorithmes qui mettent en avant telle et telle requête sur Google. Et on est dépendant de ce fonctionnement des algorithmes de Google, comme de TikTok, comme de Facebook, etc. De la même manière, le nouvel usage qui a été, enfin, quand on envoie des campagnes emailing, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui traquent de critères, hein, on traque l'ouverture et on traque le clic. Eh bien, il y a eu des nouveautés faites au niveau des systèmes Apple il y a quelques mois. Eh bien, ça veut dire que toutes les statistiques qui pouvaient exister et sur lesquelles s'appuyaient des gens pour, par exemple, soit refaire en fonction des clics, des ouvertures, etc., relancer une campagne derrière ou relancer du phoning ou relancer des choses, ben ça, c'est complètement tombé à plat. C'est-à-dire que les ratios peuvent avoir du jour au lendemain, pouf, chuter, alors qu'on fait exactement la même chose qu'avant. Donc, ça veut dire que là aussi, faut s'adapter, il faut faire autrement, il faut regarder, et c'est pas forcément évident parce que il y a des systèmes qui carrément ont été conçus à partir de ça. C'est-à-dire que les KPI qu'on a dans une campagne de mailing, c'est effectivement l'ouverture et le clic. Alors si on n'a plus les éléments, on ne sait même pas si la campagne elle marche ou pas, enfin, ou si elle a eu un succès. Plus on est dans un marché précis, je citais tout à l'heure le marché de la biotech, plus on est dans un marché précis, comme une biotech, plus on a besoin d'être efficace, non seulement sur ce qu'on envoie, parce que ce qu'on envoie doit être user-centric, donc doit parler à nos interlocuteurs plutôt que d'être purement égocentrique et de ne parler que de soi. Mais en plus, derrière, on a besoin de vérifier l'efficacité des différents messages que l'on a fait parvenir. On a besoin de vérifier l'engagement. Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils ont rempli un formulaire, regardé une vidéo, etc. Parce qu'on a mis en place un call to action qui doit être extrêmement précis. C'est pas j'envoie une newsletter et s'ils veulent, ils cliquent à droite ou à gauche. Il faut qu'on drive cette problématique en permanence. Et bien entendu, quand on s'adresse à des acheteurs dans un domaine médical, on ne s'adresse pas de la même façon qu'à une cible scientifique à qui on veut prouver l'efficacité de notre innovation dans ce même domaine médical. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du domaine médical, quand on est une biotech, à l'intérieur du domaine médical, on s'adresse à des profils extrêmement différents. Quand on parle du réglementaire, quand on parle au médical, quand on parle à la presse médicale, quand on parle à une société savante, on a des discours qui doivent être de plus en plus précis pour être efficaces. Il y a 10 ans, on pouvait se permettre de balancer comme ça des newsletters, des emailing en disant il en retombera toujours quelque chose. Non, aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. On essaye d'être vraiment extrêmement précis, extrêmement pointu. Bien, merci à tous les deux, Corinne, Michael, pour ces précisions. Nous avons dépassé l'horaire, mais il y avait des questions qu'il était intéressant d'adresser et de répondre. Avant de conclure
conclure et de dire au revoir à tout le monde, je vous rappelle juste que dans le cadre de ce programme donc, de l'Académie digitale des PME, il y a une série de webinaires qui adressent l'ensemble des sujets clés pour la transformation digitale des TPE et PME, et notamment la prochaine session le 20 avril portera justement sur les facteurs clés de succès et reviendra sur une vision d'ensemble plus globale de la transformation digitale. N'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez une sollicitation par emailing justement, mais c'est aussi sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions plus précises sur votre entreprise, vous aviez l'adresse qui s'affiche, l'adresse contact, toujours sur la slide à l'écran. Et vous pouvez revenir regarder des passages de cette intervention en replay avec le même lien de connexion que vous recevrez aussi par email. Merci à tous. Merci Corinne, merci Michael. Merci. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À l'ensemble des participants. À bientôt. Merci à vous. À très vite. Au revoir.